reprend nos travaux. Nous accueillons le Centre de réfugiés. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, on va procéder à une période d'échange. Alors, la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour aux membres de la Commission. Donc, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de pouvoir contribuer directement à la réflexion collective qui porte sur les orientations futures du Québec en matière d'immigration. Donc, on va d'abord se présenter. À ma droite, on a Maître Pierre-Luc Bouchard, qui est avocat en droit de l'immigration et droit du travail depuis 10 ans. Pratique principalement en immigration humanitaire et en droit du travail. C'est lui qui est à l'origine de la clinique juridique du Centre de réfugiés, qui est aujourd'hui active autant à Montréal qu'à Québec. À ma gauche, on a Jessica Ranger, qui est agente aux affaires juridiques à la clinique juridique du Centre des réfugiés. Et finalement, moi-même, Camille Fournel, directrice de l'engagement et des communications au Centre. Donc, sans surprise, on est ici en tant que représentant du Centre de réfugiés, qui est un organisme communautaire basé au centre-ville de Montréal, qui va célébrer d'ailleurs ses 10 ans d'existence cette année. Depuis sa création, le Centre s'est imposé comme un acteur de première ligne dans l'accompagnement des personnes réfugiées en demande d'asile. On offre une gamme de services qui est ancrée dans les réalités du terrain, qui couvrent notamment les besoins juridiques, sociaux, économiques, académiques, les besoins de logement, mais aussi les besoins de santé. Notre rôle ne se limite pas simplement à répondre aux besoins de base des personnes en demande d'asile, mais également à encourager les décideurs politiques des différents paliers de gouvernement à promouvoir des politiques d'immigration qui permettent aux nouveaux arrivants de participer pleinement à la vie québécoise. Chaque année, on reçoit et on soutient des milliers de nouveaux arrivants, ce qui nous permet de constater directement les défis qu'ils rencontrent, mais aussi de constater leur contribution au Québec. De l'accueil des réfugiés syriens en 2015 à l'augmentation des passages au chemin Roxham à partir de 2017, on a vu comment chaque changement administratif ou décision politique, qu'il s'agisse d'un nouveau portail en ligne ou d'une modification de programme, ça a des effets directs sur les parcours d'intégration, ça se répercute directement sur la vie des gens. À chaque fois, ce sont les organismes de première ligne, comme le nôtre, qui doivent s'adapter rapidement pour aider, accompagner et pallier au manque. On a été heureux d'entendre dans les remarques préliminaires que plusieurs membres de la Commission ont rappelé que l'immigration ne se résume pas à des chiffres, mais à des personnes et à des parcours de vie. Ce rappel est d'autant plus important dans un contexte où le discours public devient souvent polarisé et où les demandeurs d'asile deviennent trop souvent les boucs émissaires de problèmes qui dépassent largement leur situation. Ces narratifs qui présentent les personnes migrantes comme un fardeau nourrissent la marginalisation à laquelle elles font déjà face et elles alimentent la méfiance qu'on peut avoir envers cette population. Notre mémoire porte sur l'immigration à caractère humanitaire et plus particulièrement sur la situation des personnes en demande d'asile. On a concentré notre analyse et nos recommandations sur l'engagement humanitaire du Québec et sur les conditions d'accueil qui sont offertes à cette population. Notre message principal est simple. Il faut dépasser la vision strictement utilitariste reflétée dans les orientations actuelles afin d'être en accord avec nos engagements humanitaires, notamment d'accueillir ceux et celles qui fuient la persécution en quête de protection. Nous soutenons que la pression sur le système québécois ne peut justifier un recul des garanties de protection. Ces engagements s'inscrivent d'ailleurs dans la continuité du rôle historique que le Québec a joué en matière d'accueil humanitaire. Depuis plusieurs décennies, le Québec a montré sa capacité à mobiliser non seulement ses institutions, mais sa société civile pour offrir refuge à ceux et celles qui fuient les crises. Pensons notamment à l'arrivée des Boat People à la fin des années 70 et à la crise syrienne de 2015, entre autres. Présentement, nous faisons face à un niveau de déplacement forcé sans précédent à l'échelle mondiale, une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement. Dans ce contexte, le Québec, qui a depuis longtemps démontré sa volonté d'accueillir les personnes réfugiées avec dignité et humanité, doit continuer d'anticiper les défis et éviter les entraves au processus d'intégration à la société québécoise. Il ne s'agit pas uniquement de respecter nos obligations internationales, mais aussi de continuer d'incarner les valeurs de solidarité et d'humanité qui définissent le Québec. Pour y parvenir, nous recommandons d'abord d'admettre en continu les personnes reconnues réfugiées sur place et celles admises pour considération humanitaire, sans les intégrer dans les cibles. Aujourd'hui, ces personnes représentent une minorité des admissions et font face à des délais de traitement très longs, allant de 45 à 50 mois, ce qui est bien au-delà de la moyenne canadienne. Ces retards limitent leur intégration, la réunification familiale et l'accès à certains services essentiels. Ce sont des personnes qui sont déjà sur le territoire et qui sont prêtes à contribuer pleinement à la collectivité. Toutefois, ceci ne doit pas se faire au détriment des autres catégories humanitaires. Nous recommandons donc aussi de garantir la continuité des programmes humanitaires et éviter toute suspension ou réduction motivée par l'augmentation de d'autres catégories. De plus, dans notre mémoire, nous abordons également certaines des demandes adressées au gouvernement fédéral. Dans ce contexte, nous recommandons de retirer les demandeurs d'asile du calcul des cibles de résidents non permanents
et de maintenir leur accès au territoire et au processus d'asile en conformité avec nos obligations internationales. Il s'agit d'une catégorie distincte à finalité humanitaire et demander au gouvernement fédéral de limiter leur accès au territoire ou encore de diminuer leur nombre affaiblit le système de protection internationale. Le HCR souligne d'ailleurs que ces mesures sont incompatibles avec le droit international des réfugiés car elles peuvent exposer ces personnes à des risques de refoulement ou de mauvais traitements. On adresse aussi la demande faite au fédéral quant à la mise en place d'un mécanisme de répartition équitable des personnes en demande d'asile entre les provinces qui serait proportionnel au poids démographique de chacune. On soutient qu'une telle demande doit être précisée, notamment pour que ce genre de mécanisme-là repose sur la participation volontaire des personnes puis qu'elle soit soutenue par des investissements qui sont durables, ce qui permettrait de garantir dans chaque province un accueil qui est un accueil qui est digne puis une intégration qui est adaptée aux besoins spécifiques des personnes qui sont concernées. On l'a vu avec l'expérience de 2023 là, qui a été marquée par l'augmentation des arrivées via le chemin Roxham. Ça a montré les limites, en fait, d'une répartition qui est mal encadrée. Donc, il y a eu des transferts qui sont sans consentement, manque d'informations pour les personnes qui sont concernées. Il y a un accueil dans des provinces sans infrastructure adaptée, puis il y a aussi eu un accès restreint à des services essentiels comme l'aide juridique. En parallèle de ces engagements humanitaires, le Québec a su démontrer sa volonté d'assurer une structure d'accueil qui est solide pour les personnes en demande d'asile. Grâce au PRIDA, on a mis en place un modèle qui est reconnu là, à travers le Canada, qui offre hébergement temporaire, des soins de santé, soutien psychosocial, puis une orientation vers les ressources communautaires dès l'arrivée, dès le début, quand les personnes mettent les pieds sur le territoire québécois. Par contre, cet engagement historique n'est pas pleinement reflété dans les orientations actuelles, ce qui laisse un vide pour les services à long terme. Il est nécessaire de miser non seulement sur les conditions d'accueil dès l'arrivée, comme avec le PRIDA, mais aussi d'avoir des services continus et à long terme capables de répondre aux besoins évolutifs des personnes. Ça implique des investissements soutenus dans les services d'intégration, de logement, de francisation, d'employabilité, de santé et d'aide juridique afin de créer une structure d'accueil qui soit digne et durable. Ne pas investir tout au long du parcours des personnes en demande d'asile, ça a des conséquences concrètes et durables. L'absence de services d'accueil et d'intégration dès les premières démarches et tout au long de leur parcours fragilise leur autonomie, retarde leur insertion sociale et professionnelle et augmente leur vulnérabilité face à l'isolement, l'itinérance et même à l'exploitation. À long terme, ces manques compromettent non seulement la réussite individuelle des personnes, mais aussi leur contribution à la société québécoise et le développement économique et social des communautés d'accueil. Sur le terrain, on constate quotidiennement ces impacts. Des personnes qui restent bloquées dans des démarches administratives complexes, des familles qui vivent dans l'incertitude et la précarité, beaucoup de demandeurs d'asile aussi qui dépendent largement du soutien des organismes communautaires pour subvenir à leurs besoins essentiels. Ces observations nous démontrent que l'investissement initial et continu dans un accueil des services adaptés constitue également un levier indispensable pour permettre à ces personnes de s'intégrer pleinement et de participer activement à la société québécoise. Sur ce, nos recommandations sont résumées au début de notre rapport qu'on vous a soumis là, pour faciliter justement là, la compréhension et les échanges. Vous constaterez qu'on les a divisés en 10 catégories dans lesquelles vous pouvez voir chaque conclusion, recommandation subsidiaire. Nous, on est un organisme communautaire, comme on l'a dit, qui fait vraiment une aide de proximité avec les gens. Donc, nous, notre témoignage qu'on vous livre, nos constatations, c'est ce qu'on a vu à travers nos 12 000 personnes en 2024 qui ont utilisé nos services. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on aimerait vous partager, bien sûr, à travers les questions que vous poserez par rapport à nos recommandations. On voudrait vous sensibiliser là, aux éléments que nous constatons directement dans le cadre du support qu'on donne à ces gens-là issus de l'immigration. Nous, c'est humanitaire, là, principalement. Là, demande d'asile, demande de résidence permanente pour motif humanitaire, permis de séjour temporaire pour raison humanitaire, mais aussi personnes victimes de violences conjugales. Et on est dans ce jeu-là, là, comme je vous dis. C'est pour ça que nos recommandations sont listées comme ça. Puis c'est les témoignages qu'on peut vous fournir aujourd'hui pour vous éclairer dans votre prise de décision. On vous écoute. Parfait. Merci. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci pour ce que vous faites au quotidien pour ces groupes de personnes vulnérables qui arrivent, qui ont besoin d'être épaulés dans tout. Ça appartient au gouvernement, mais pas seulement.
Puis, je pense que vous faites la différence sans doute dans plusieurs vies à chaque année. Donc, merci pour ça. Vous avez parlé dans votre mémoire d'un programme, je pense au Nouveau-Brunswick, au-delà de la grande ville. C'est un programme de, je ne sais pas si on utilise le terme réinstallation ou quelle est la meilleure façon de le nommer. Pouvez-vous nous parler de ce programme-là? Ça impliquait quoi? Combien de personnes? Oui, absolument. En fait, c'est un programme, un projet pilote là, qu'on a lancé, en fait, partant du principe où ce qu'on se disait, de l'hypothèse que quand on réinstalle quelqu'un vers une autre ville, il faut lui donner tous les outils nécessaires, les incitatifs pour qu'il puisse s'installer, s'épanouir, puis vraiment rester dans cette communauté-là. Aussi, c'est parti un peu de la réflexion que les gens qu'on reçoit au centre de réfugiés, c'est pas tout le monde qui veulent rester dans des grandes villes, dans des milieux urbains, puis qui sont habitués non plus à habiter dans des milieux urbains comme Montréal, par exemple. Donc, il y avait cette volonté-là d'aller dans des plus petites villes, des plus petites ruralités, des plus petites municipalités, puis de s'épanouir dans ces villes-là. Donc, partant de ce principe-là, on a approché une fondation privée pour voir si on ne pouvait pas voir si cette hypothèse-là, que si on donne tous les outils nécessaires pour se réinstaller, si les gens vont rester, s'épanouir et contribuer, en fait, à leur nouvelle communauté. Comme je le disais, c'est un projet pilote. C'était un test, en fait. On a réussi à réinstaller 6 personnes. Puis les gens sont restés sur place. Comment ça fonctionne un peu le projet quand on l'a testé? C'est que on les aide à trouver un logement dans la municipalité. On les aide à trouver un emploi, puis on paye pour les 3 premiers mois de logement du moment qu'ils vont être réinstallés. Donc, le temps qu'ils s'installent, qu'ils commencent leur nouvel emploi, qu'ils apprennent à connaître un peu la municipalité puis la collectivité dans laquelle ils sont, ça leur donne un peu de temps pour s'adapter. Puis, en même temps, on a créé des partenariats avec les organismes communautaires qui étaient présents dans la municipalité pour qu'il y ait vraiment un encadrement puis un soutien continu. Parce que nous, on n'est pas présents sur place. On aide vers la relocalisation au Nouveau-Brunswick. Mais ensuite, les acteurs qui sont déjà dans le milieu, qui connaissent bien le milieu aussi, on ne va pas réinventer la roue. On n'est pas présents sur place. On ne connaît pas toutes les dynamiques sur place puis tous les services qu'il y a de faire. Donc, d'avoir ce pont-là avec des organismes locaux où ce qu'on peut partager notre expertise de nous, on est habitués de recevoir cette population-là, de les supporter dans leur démarche d'immigration. Donc, on est là pour vous soutenir, mais vous connaissez beaucoup mieux les réalités du terrain. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Puis, les personnes qu'on a réinstallées avec le petit budget qu'on avait, bien, sont restées dans ces localités-là. Donc, voilà. C'est une initiative qui est intéressante parce que lorsque de nouvelles personnes arrivent, demandeurs d'asile, réfugiés ou autres, peuvent bien s'installer, mais ils ne peuvent pas s'intégrer s'ils sont dans un lieu où il y a à très forte majorité des gens qui sont dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire des gens en installation, des gens qui sont nouveaux dans le pays, à la recherche de repères. Il y a de fortes chances qu'ils se tournent vers leur communauté d'origine, puis ça crée une espèce de repli communautaire très multiculturaliste au sens canadien du terme. C'est rien de méchant là-dedans, mais ça permet peu l'enracinement dans la société québécoise ou néo-brunswickoise ou ontarienne ou albertaine, ou peu importe. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelques initiatives qui existent. Dernièrement, on a vu, le Devoir a suivi plusieurs... Je pense que c'est INSI, le groupe qui l'a fait. On voyait l'image de l'autobus, là, mais c'était pas de la déportation. Là. C'était une manière d'aller voir après une première prise de contact. C'était pas juste on va en autobus, puis on passe la journée, puis on revient. Il y avait avant l'autobus, il y avait quelque chose, puis après l'autobus, puis on voyait qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Parce que, oui, il y a l'attrait de la grande ville au départ, mais avant de dire « je veux aller vivre dans une grande ville canadienne ou québécoise », ils veulent surtout quitter un endroit qui n'est pas sain pour eux. Une fois rendus ici, Montréal, Québec, Saint-Jérôme, Magog, Bécomo, Calgary, Saskatoon, c'est toutes des bonnes options là, par rapport à l'endroit fui au départ. Mais il faut, je pense, comme société d'accueil, leur montrer ces options-là pour réussir à ce qu'ils se sentent ici chez eux. Mais ça veut dire bâtir des ponts. Et c'est très difficile à faire avec les grands volumes qu'on a. En ce moment, vous le savez, là, on a peut-être pour les dernières années, on a reçu au Québec à peu près 40 % de demandeurs d'asile de tout le Canada.
même si on avait reçu 22 de tous les demandeurs d'asile du Canada, ça aurait été tout un défi parce que c'est pas 22 d'un volume habituel. C'est 22 de 100 000, pas si pire, mais 22 de 10 millions, c'est 2 millions. C'est trop, là. Donc, mais là, c'est 40 donc un pourcentage trop élevé, d'un nombre jamais vu, donc d'un nombre très élevé. C'est difficile. Vous le savez, vous êtes, je dirais pas au front, mais vous êtes directement sur le terrain. Vous voyez arriver ça, vous voyez les défis. Mais vous dites, attention, il faut que les réinstallations soient volontaires. Volontaires pour les personnes, je veux bien, mais il me semble que les autres provinces devraient être fortement incitées. Après ça, bon, pour la personne, c'est une chose, mais que les autres qui arrivent au Canada, ils n'arrivent pas nécessairement à Montréal-Nord ou à Parc-Extension. Qu'est-ce que vous pensez de cette responsabilisation pan-canadienne, interprovinciale? Il me semble, on parle beaucoup de solidarité, mais la solidarité, c'est pas juste québécois, ce serait canadien. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là? Vous voyez, je veux juste dans les considérants, l'Ontario a accueilli plus de réfugiés récemment, de demandeurs d'asile que le Québec. Pour une répartition, nous, c'est parce qu'on dit qu'on est volontaire. Je vais vous donner un exemple concret qu'on a vu au centre des réfugiés à l'époque où les autobus ont été mis en place pour relocaliser en Ontario des gens au Québec. On a reçu des appels qui nous disaient « Bonjour, je suis forcé de monter dans l'autobus, mais j'ai déjà fait mes procédures ici. Qu'est-ce que je fais? » On lui disait, t'as comme pas... Parce que la manière qu'il nous décrivait l'autobus, c'est qu'il n'y avait comme pas le choix d'embarquer dedans. Puis ça, je veux dire, au Québec, c'est spécial un peu, là. Il embarque dedans, il va, mais il dit, il arrive en Ontario. Puis là, lui, c'est parce qu'il s'est déjà installé à Montréal, à Québec, whatever. Et là, il dit, c'est parce que moi, j'ai tout là, je suis là-bas, là, on m'a mis là, mais il a pris l'autobus pour venir ici. Parce que, justement, ça, c'est dans ce qu'on avait, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si l'Ontario, comme dans des circonstances on essaie de le forcer, pan-canadien, sur le terrain, ce que moi je témoigne, M. le ministre, c'est que vous allez en avoir qui vont embarquer, la statistique va être là, mais ils vont venir ici, parce que tout est installé. Il est installé déjà. Nous, pour le côté interprovincial de coast to coast, je vous dirais, c'est qu'il faut avoir une approche peut-être différente à sa base dans l'acceptation des demandeurs d'asile, réfugiés. Ce que je veux dire, c'est que c'est une population de travailleurs, essentiellement, à bas salaire dans leur majorité, qui comptent des emplois dans une grande partie qui sont moins sollicités par des gens ici au Québec. Si on prend seulement dans un objectif de statistique d'une répartition égale de la ressource, ça se peut que là, ce soit plus difficile puisqu'on évacue un élément important, je vous dirais, de la personne elle-même. Je comprends que quand on regarde au niveau politique, les budgets, on se dit, OK, je comprends, mais nous, dans ce qu'on veut vous témoigner essentiellement, c'est que la personne, une fois qu'elle est attachée ou elle est installée par le port d'entrée, c'est plus dur de la répartir avant que ce soit, entre guillemets, réglé. Ce que je veux régler, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le demandeur d'asile doit compléter un processus bureaucratique juste pour déposer la demande, qui prend un certain temps, comme vous le savez. Ce qui fait en sorte que pour lui, là, ça devient difficile de se déplacer comme dire « Oui, je vais aller en Ontario si mon dossier est au Québec. Ah, je veux le faire transférer, mais j'ai-tu un avocat en Ontario? J'ai-tu un avocat au Nouveau-Brunswick? » C'est ça qui est difficile à intégrer. Puis Montréal, c'est un port d'entrée. Toronto, c'est un port d'entrée. Vancouver, c'est un port d'entrée. Par avion, généralement. Par la terre, parce qu'on est collé aux États-Unis. Puis, dans une proportion définitivement moindre, les bateaux. Mais ça, c'est très rare, là. C'est principalement par avion. Puis, comme vous le savez, par terrestre, c'est pratiquement, là, c'est beaucoup plus rare. Il y a eu plus de gens de l'Haïti récemment à cause qui pouvaient passer à cause d'entente. Mais essentiellement, comprenez qu'ils vont arriver par avion par un port d'entrée à Montréal, ça va. Donc, c'est plus dur de faire la répartition à l'entrée. Moi, ce qu'on vous recommanderait, c'est plus d'envisager, OK, on a-tu de l'ouvrage, on n'a pas d'ouvrage,
on peut dire on a des travailleurs potentiels ici, on a intégré, leur dossier est parti. Il faudrait commencer par une approche, je vous dirais, un peu plus tard dans le processus, parce que nous, les initiatives qu'on a, la personne est rendue plus loin, là, on peut envisager un futur, là. C'est quand la personne vient de débarquer, là, on est dans la pyramide de Maslow, là, on est dans le bas, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, la répartition interprovinciale est difficilement envisageable à partir au jour de l'entrée. Je vous recommanderais d'envisager peut-être ça une fois dans une négociation avec le fédéral, une fois le processus plus entamé là, par rapport aux demandeurs d'asile spécifiquement, là, pour cette catégorie-là, tout le moins. Là. J'ajouterais peut-être, là, pour revenir avec notre expérience avec le projet pilote là, qu'on a mené, nous, c'est le Nouveau-Brunswick, en fait, qui nous a approchés puis qui était prêt à travailler. Puis, c'était en 2023, là, donc c'était au pic un peu là, des entrées via le chemin Roxham. Puis, la province était prête à les accueillir, mais il y avait besoin de l'expertise qu'on a au Québec, vu que pas historiquement, mais dans les dernières années, on a vu beaucoup de personnes en demande d'asile. Puis, il y a une expertise qui s'est développée au Québec, à Montréal, aussi en Ontario. Donc, tu sais, d'avoir ce partage de bonnes pratiques-là aussi entre provinces, bien, c'est un bon incitatif aussi pour que les provinces embarquent dans le projet. Fait que, tu sais, de proposer justement, être un peu un leader là, dans cette discussion-là, on l'est déjà pas mal, mais de montrer comment on a l'expertise au Québec puis comment on est prêt aussi à faire un partage de bonnes pratiques avec les autres provinces, puis ça amène beaucoup d'ouverture. Donc, de notre expérience personnelle, ça a amené l'ouverture à travers le Canada. Merci beaucoup. J'ai des collègues qui veulent poursuivre l'échange avec vous. Je vais les laisser continuer. Merci. Oui. Monsieur le député de Saint-Jean, la parole est à vous. 4 minutes et des poussières. 28. Poussières. On va dire 22 en semaine. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Moi, ça fait 7 ans que je suis député, puis ancien journaliste, je trouve toujours l'exercice intéressant de la part des gens qui viennent. Vous avez plusieurs cases à cocher. D'abord, vous exprimer, dire ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous pensez. Mais il y a une certaine pédagogie à faire aussi, pas seulement auprès des députés de la Commission, mais du public. Et il y a un choc de la réalité aussi. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler et de plaider, entre guillemets, bien, lui il est déjà avocat, là, mais plaider, entre guillemets, pour des choses que vous voudriez, en sachant très bien, parce que le ministre a l'occasion, l'opportunité et le devoir de parler à tous les jours aux journalistes du sujet, en sachant très bien d'où il part. Il y a souvent beaucoup de chemin avant de le rattraper. Si je vous dis tout ça, c'est que j'aimerais ça que vous me parliez pendant une minute ou deux. Il n'y a pas un problème de sémantique au grand public, parce que ça fait longtemps qu'on ne parle plus d'illégaux, là, mais réfugiés, demandeurs d'asile, vous utilisez ça de façon synonyme maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu... Il y a eu une partie ukrainienne à un moment donné, là, mais il n'y a pas eu de vague majeure de réfugiés depuis... Il y a Gaza qui pourrait en être un, mais oui. Ça, écoutez, à la base, là, okay, juste pour faire la distinction, si ce n'est pas clair, demandeur d'asile, la personne n'a pas été reconnue réfugié au sens de la Convention. La plupart des programmes du gouvernement du Québec s'appliquent seulement lorsque la personne est reconnue à titre de réfugié. La plupart des programmes. Nous, le Centre de réfugiés, nous venons en aide à l'étape avant, qui est la demande d'asile, qui est celle qui prend du temps, mais on aide avec les autres demandes de type humanitaire, car il n'y a pas seulement que les demandeurs d'asile. Donc, c'est ça. La précision, mais là où je voulais aller, c'est que le réfugié classique, là, ceux qu'on connaît, si on monte aux Vietnamiens, oui. Depuis ce temps-là, ils sont sélectionnés là-bas par les gouvernements qui les font venir, ou ils sont, en tout cas, organisés, entre guillemets, pour aboutir ici. Alors que le demandeur d'asile, il nous arrive comme un cheveu sur la soupe. Je vous disais, moi, le demandeur d'asile, pour moi, il est classique. J'ai grandi dans le temps du hockey, là, où que, les Russes jumpaient le mur, puis ils venaient dire « Non, je me sauve, je suis persécuté. » C'est ça, là, moi, c'est les plus classiques des réfugiés, ces trois frères-là. Là. Mais sans déborder là-dessus. Non, c'est que vous avez des réfugiés sélectionnés à l'étranger par le HCR, okay, qui sont dans certains pays comme la Jordanie, où il y a le HCR. Le HCR n'est pas dans tous les pays limitrophes à des zones de conflit.
au commissariat des réfugiés, Monsieur le ministre. C'est l'ONU, ça. C'est l'ONU, c'est faire ça simple. OK? Ils sont reconnus comme ça. Puis là, eux, ils disent, toi, tu as le papier pour être réfugié. Fait que là, il y avait les privés, là, comme vous avez vu tantôt, qui font du parrainage privé. Mais il y a aussi le gouverneur du Québec qui, à cause de l'entente que vous avez signée jadis naguère avec le fédéral... Avec la minute qui reste, je voulais qu'on aboutisse à ce qu'on a vécu et entendu ici, que dans plusieurs cégeps, dans les universités, on débarque avec un permis d'études, puis finalement, on demande l'asile en arrivant ou on demande l'asile en comprenant que ça n'a plus de maudit bon sens. C'était pas tout pour ça qu'on est arrivé. Là, ça devient aussi, entre guillemets, des demandeurs d'asile. Mais là, ça complique. Pour vous autres, ça doit être un beau fouillis. Non, c'est vraiment pas compliqué, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la loi étant ce qu'elle est, c'est que lorsque vous venez ici avec un statut dit régulier, visiteur, travailleur ou étudiant, et que vous dites, là, je veux devenir demandeur d'asile, je suis en danger dans mon pays. Ce que vous venez de dire à l'État canadien, c'est que vous n'êtes plus admissible aux conditions qu'ils étaient initialement proposées, que vous avez initialement dit. Pire que ça, vous signez une ordre de déportation, une mesure d'exclusion conditionnelle à la réussite du processus de demandeur d'asile. Ce qui fait en sorte que si vous échouez le processus de demandeur d'asile, nous vous renvoyons dans votre pays d'origine si cela est possible. Merci beaucoup. Ça aide à la compréhension au final parce que ça tombe beaucoup depuis quelques jours. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir du temps extra pour vous en parler. Merci beaucoup. On a jusqu'à 50 selon ce qui est écrit dans l'horaire. Alors, vu que c'est le Parlement, j'imagine que c'est vrai. Alors, merci, Monsieur le député de l'Acadie. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, bon après-midi. Merci d'être là. Merci pour la mémoire que vous avez déposée et le travail que vous faites au quotidien, parce que en lisant votre mémoire, vous écrivez, entre autres, vous accompagnez majoritairement les personnes en demande d'asile, ceux sans financement du PACI. Vous répondez à des besoins urgents et concrets que les programmes publics ne prennent pas en charge. Donc, c'est tout à fait louable et important ce que vous faites pour notre société, compte tenu des gens avec qui vous travaillez et que vous aidez. Je vous en remercie. Je vais vous poser une question que j'ai posée à plusieurs autres groupes aujourd'hui. Moi, la question du regroupement familial, ça m'intéresse, ça m'interpelle au plus haut point. Les délais sont très longs. Dans votre réalité, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que ces familles-là vivent? Je peux comprendre qu'il y a même des fois chez des demandeurs d'asile, il y a des enfants qui arrivent, enfin des mineurs, pas de parents, que c'est aussi très long. Alors, pouvez-vous nous éclairer un peu sur la réalité que vous vivez, puis l'aide que vous pouvez apporter? Veux-tu commencer? Oui, si je peux commencer. Oui, vas-y, je vais compléter. En fait, dans notre travail, on fait moins de regroupement familial, donc on ne fait pas de demande de parrainage comme tel, mais c'est sûr qu'on voit les enjeux de réunification familiale par rapport aux demandeurs d'asile et aux personnes protégées au moment où ils font leur demande de résidence permanente. Et donc, comme vous l'avez déjà souligné, c'était dans le cahier de consultation aussi, les délais de traitement pour une demande d'asile, c'est de 37 mois environ. Puis ensuite, pour la résidence permanente, c'est à 45 mois au Québec. Et donc, on en voit dans notre pratique des individus qui sont venus sans leurs enfants, par exemple, parce qu'ils ne pouvaient pas les apporter au moment où ils sont quittés, qui doivent attendre ensuite des années de temps pour faire venir leurs enfants après. Donc, c'est sûr que ça a un grand impact juste sur la santé psychologique de ces individus. Et c'est sûr que ça rajoute à la détresse aussi. Bien, nous, c'est souvent le mineur lui-même qu'on aide quand il vient, parce que nous, la population qu'on dessert, ces mineurs non accompagnés, généralement, ils arrivent avec un petit bagage, puis ceux qui arrivent au centre, souvent, ils ont la carte du douanier dans les mains qui nous demande de l'appeler pour qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé à la frontière elle-même. Et là, bien, s'ensuit un processus de régularisation qui lui-même peut prendre des années. Et là, il y a un nouveau programme pour ça, mais nous, ce qu'on demande quasiment à chaque fois qu'on est venu ici, c'est d'avoir que la DPJ ait quelqu'un d'assigné avec le MIFI pour nous aider lorsque arrive le moment où on doit demander le CSQ, Certificat de sélection du Québec,
qui est émis là, par le MIFI. Donc, c'est souvent parce que la DPJ n'a pas... mettons qu'il y a un mineur dans la compagnie où il a d'échéance de l'autorité parentale, que là, le DPJ se ramasse avec l'enfant. Bien, ils n'ont pas nécessairement de ressources juridiques, fait qu'ils viennent nous voir et nous disent « Bonjour, pouvons-nous régulariser le statut de l'enfant parce qu'on ne peut pas le mettre en adoption à cause qu'il n'est pas résident permanent ou citoyen? » Ça, c'est notre problème numéro 1, je vous dirais souvent. Pour le mineur lui-même, là, ça dépend parce que souvent, il va arriver... Son père est à quelque part, il ne sait pas, sa mère est ailleurs, c'est pas clair. Il y a 16 ans, ça prend un jugement, l'autorité parentale, là, on embarque, mais tout ça vient nous chercher des ressources, là, à un niveau assez important. Fait que nous, quand il est rendu à l'étape de dire, je peux-tu, ma mère, je l'ai retrouvée, elle est à telle place, elle a besoin d'un visa pour venir, est-ce que je peux la faire venir? Moi, je peux dire, malheureusement, c'est pratiquement impossible, parce que souvent, ils viennent de pays que avoir un visa, c'est vraiment pas facile. Sachant qu'ils viennent rejoindre un enfant, parce qu'il faut le dire, ça, au fédéral, qu'ils viennent visiter pour voir un enfant qui, lui, ils vont le voir qu'il avait un statut précaire. Fait que déjà là, il y a un élément supplémentaire. Sans compter que quand c'est un jeune, il n'y a pas d'argent. Fait que c'est pas comme s'il pouvait aller voir un gros cabinet d'avocats et dire « Je vous donne 10 000 $ pour que vous m'aidiez à trouver une solution à ce problème-là. » Fait qu'on a ça aussi. Ce n'est pas couvert par l'aide juridique. Donc, je vous dis, c'est à peu près nul les chances pour un mineur d'obtenir un regroupement réunification. Nous, c'est plus une réunification familiale dans cette situation-là, je vous dirais. La nuance, c'est juste que c'est pas comme un parrainage, juste que dans le regroupement, où que monsieur, madame parrainent les gens qui sont pas canadiens. Fait que c'est ça. Nous, c'est plus... on est à l'étape avant dans notre vie de tous les jours. On voit les débats en cours, mais nous, notre mandat n'a pas de position sur le regroupement familial. Il y a plusieurs organismes qui vont pouvoir mieux vous aiguiller que nous. Nous, on est à l'étape du mineur non accompagné qui est juste... quand il débarque à Windsor, là, par exemple, puis il n'y a pas de parents... Ils n'ont pas de ressources, ils se ramassent chez nous par l'entremise d'un travailleur social qui sait ce qu'on fait à Prida, à DPJ ou whatever. Puis là, ils nous disent, OK, tu peux-tu nous aider parce qu'on ne sait pas trop comment on va régulariser le statut de la personne. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est ma réponse, malheureusement, à votre question. Écoutez, sincèrement, je vous remercie. Ça ne me rassure pas beaucoup. Pas pantoute, en fait, pour vous dire la vérité. Puis vous le dites dans votre mémoire, les délais à la Commission de l'immigration du statut de réfugié, puis ça, c'est fédéral, mais c'est beaucoup trop long. Personnellement, écoutez, là, vous dites, ça prend, je ne sais pas combien, 30 quelques mois, 37 mois. Ça, c'est pour juste avoir l'audience. Parce qu'après ça, une fois que tu as l'audience, puis mettons, on est dans le scénario positif que sa décision le jour de l'audience, parce qu'il y avait un bon dossier, embarque, il y a un statut de réfugié, mais ça lui confère la plupart des droits comme travailler, étudier, et voilà. Mais sinon, lui, la personne, ce qu'elle souhaite, c'est avoir la reconnaissance de la travers de la résidence permanente. Ça, c'est dans les seuils que vous décidez, ils sont affectés à cette étape-là aussi. Et là, les délais de 45 mois à peu près ont un impact plus... personnel, je vous dirais, pour la personne. Ce que ça a comme effet pour nous, ce que nous, on constate, c'est qu'une personne acceptée, par exemple, en 2022 à titre de réfugié, qui a fait sa demande en 2022, qui en 2025 attend toujours, là, on parle de quelqu'un que là, il est intégré, il a fini ses cours de français, là, on est rendu plus loin dans le processus. Bien là, il dit, là, OK, c'est quoi que je fais là, pour avoir ma résidence permanente, parce que là, c'est long, là. Il va aller voir un avocat qui va lui dire, pas de problème, tu vas faire une procédure de mandamus, qui, en ce moment, a inondé la Cour fédérale. Et je pense avoir des audiences là-dedans. Mettons qu'on met les chiffres, on dit ça prend on allonge les délais, tu vas créer... C'est un effet de boule de neige qu'on vous témoigne aujourd'hui là-dessus. C'est que
je comprends, il y a des enjeux au-dessus de nous qui dictent ça. La conséquence est la suivante, c'est que si on freine à une étape, ben les gens vont essayer de trouver un autre moyen pour forcer l'exécution de la loi, pour obtenir le statut qu'ils cherchent, puisque, comme on explique, M. le ministre tantôt, c'est qu'on cherche une certaine délivrance, là. Puis ces papiers-là, pour eux, que nous, on n'a jamais eu, on est né ici, on n'a jamais eu à se penser là-dessus, là. Bien, pour eux, c'est le Graal, là. Donc, c'est un élément très psychologique là-dessus. Là. Je ne peux pas vous le quantifier ou le schématiser, là, mais en gros, c'est qu'ils sont tellement désespérés personnellement pour l'obtenir qu'ils vont aller chercher des juristes pour forcer l'exécution et obtenir le statut de résident permanent en question. Donc, ça, c'est une des réalités là, que les délais causent principalement, tout moins au système juridique, là, que moi, je peux vous confirmer que c'est ça. Et, ben, dans le fond, c'est c'est des traitements pour le juridique, c'est vraiment, là, on va en cours, puis on plaide, mais comme il y a tellement ça s'inscrit dans un contexte que, des fois, le fédéral va permettre la demande sans qu'il y ait de plaidoirie de fait. Puis sinon, ben, que c'est la demande de résidence permanente pour un demandeur d'asile, parce que comme pour la pédagogie que votre collègue disait, lorsqu'on fait une demande d'asile et que nous sommes acceptés comme réfugiés, ce qu'on fait juridiquement, c'est qu'on a une autorisation de faire une demande de résidence permanente sans respecter les critères économiques qui sont ceux qu'on a habituellement. Ça te donne l'opportunité de juste remplir un formulaire qui dit « Je suis réfugié, j'ai rempli le formulaire, je vous la soumets, j'attends ma résidence permanente. » C'est ça que ça offre. C'est pour ça que c'est tant prisé. Là. Puis là, je comprends qu'une fois que la commission a statué, ça c'est plus un demandeur d'asile, il est réfugié. Exact. Donc là, il a le droit d'être... Il est protégé. Là, il est protégé. Il ne peut pas repartir. Là. Il est ici. Là. Il peut repartir, là, mais pas dans son pays. Mais pas dans son pays, parce que là, le tribunal le protège, donc il est ici. Il veut rester au Québec, donc il veut travailler. Alors, éventuellement, il va pouvoir obtenir la résidence permanente, donc il va demander un CSQ. Oui. Puis là, on a 142 000 en attente. Le CSQ, il n'y a pas de problème à être émis. Généralement, ça, on écrit le formulaire puis on le reçoit. C'est le fédéral qui émet la résidence permanente, c'est ça qu'on attend. 142 000, c'est le fédéral qui traite ça, là, mais eux, de ce qu'ils disent, ils peuvent le faire demain matin s'ils ont le mandat. C'est ça que j'ai compris quand ils nous ont dit. OK. Je vous remercie. Pour revenir à l'adolescent, oui. Donc, il n'y a pas... Là, il arrive, là, donc la DPJ s'en occupe pas. Non, il s'en occupe, mais c'est mettons, pour le tous les jours, mais c'est que l'enfant, l'adolescent va dire « OK, ben moi, je vais aller au cégep. Je peux-tu? Moi, j'aimerais ça, je suis pris ici. Qu'est-ce que je fais? » Je donne un exemple simple. Là. Regardez, nous, ce qu'on a, c'est quelqu'un qui vient du Congo. Excusez-moi, il y en a un qu'on ne déporte pas, là, qu'on ne peut pas déporter la personne. Fait que l'agent... Il voit l'enfant arriver, la personne, elle vient, mettons, par avion ou whatever, là, mais l'important, c'est que l'agent dit « OK, tu peux faire une demande d'asile. Voici la procédure » parce qu'il voit lui-même, il constate la situation. Puis souvent, comme je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Nous, un mineur qui débarque seul, le douanier, il fait « OK, qu'est-ce qui se passe? » là? Surtout s'il y a des chicanes aux douanes, des affaires comme ça, là, ils sont là. Puis, ça, c'est quand ils viennent par les douanes. Et là, c'est là que l'enfant va arriver, mais avec la carte, le douanier va nous expliquer la situation. Il va dire, j'ai fait faire une demande d'asile, je n'ai pas le choix. S'il échoue la demande d'asile, l'adolescent, il n'est pas déporté parce qu'on ne peut pas le déporter. Il y a une suspension sur les déportations dans ce pays-là. Okay? Donc, il est ici, entre guillemets, il est dans notre cours, là. Fait que là, c'est là que, bon, ben, c'est un mineur, là, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, là, il y a des programmes à Montréal là, qui viennent en aide, là, mais c'est que le travail social, à un moment donné, il faut qu'on régularise le statut de l'enfant, sinon il n'y aura pas accès aux services du Québec qui, là, sont un petit peu nécessaires. Là. Et ben, c'est ça fait que, dans le fond, là, il va demander, avec nous autres, on essaie de les régulariser, puis
avec tout ce que ça implique là, d'efforts, je vous dirais. Là. Donc, beaucoup n'est pas couvert par l'aide juridique en passant. Et si vous permettez, donc, Ouais. un demandeur d'asile peut éventuellement obtenir un permis de travail, Absolument. mais ça prend du temps. Donc, entre-temps, est-ce qu'ils ont accès à l'aide sociale? Ils ont accès à l'aide sociale entre-temps, oui. Ça a souvent été problématique, ça, parce que la plupart veulent travailler en partant parce que, vous le savez, l'aide sociale, c'est le minimum, là, avec les prix d'aujourd'hui, tout ça. Donc, oui, ils vont avoir tendance à vouloir travailler tout de suite et les délais ont créé beaucoup de maux de tête à tout le monde. Hein. Puis si le gouvernement leur enlève l'aide sociale avant qu'il y ait un permis de travail, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez avoir beaucoup de salariés au noir, si vous permettez l'expression, demain matin, là, parce que vous mélangez ça à une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup d'industries où les employeurs, des fois, ne sont pas enclins à investir dans la régularisation. Fait que c'est ça qu'on devrait retrouver. Là. Nous, c'est ça qu'on... Dès que ça touche des restrictions de cette nature-là, nous, ce qu'on constate, c'est que nos réfugiés commencent à... On reçoit des demandes de demandeurs d'asile là, qui commencent à travailler à des endroits qu'on n'avait jamais entendu parler avant, qu'on ne sait pas c'est qui. C'est ça. Là. Fait que ça crée une autre affaire. Là, ouais. Ça les pousserait finalement à agir. Ben, je vous renvoie la question, qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous donnait rien? Écoutez, Puis vous êtes là dans une situation où vous essayez de juste compenser vos besoins de base. Un humain est un humain, là, quelle que soit son origine, là-dessus. Là, on va avoir tendance à aller chercher ce qui est plus facile à trouver comme employabilité. donc, ça ne serait pas une bonne idée que le gouvernement leur enlève l'aide sociale. Ben, bonne idée ou pas, moi, ce que je vous dis, voici les conséquences. Là. On témoigne sur ce qu'on peut vous témoigner, ce que l'on sait, ce qu'on a vu. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si demain matin, c'est coupé, ben, premièrement, il pourrait y avoir des questions par rapport... Ben, c'est parce qu'ils vont tous, entre guillemets, quand il va faire ça, tout le monde va se garocher sur ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de l'agent. À tous les 6 mois, mettons, l'agent d'aide sociale peut dire votre situation, elle est particulière. Je vous accorde l'aide pour 6 mois. C'est que là, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont s'enligner chez nous, puis ils vont dire, pouvez-vous m'aider à obtenir l'aide sociale par la voie discrétionnaire. Puis là, ça va lancer le débat potentiellement sur un autre élément, parce que ce n'est pas que les demandeurs d'asile qui sont en situation de précarité qui vont avoir recours à un tel service. Okay? Comme il y a des gens qui sont ici, qui ont été un peu oubliés dans le système, qui n'ont pas de statut régulier, mais ça fait 30 ans qu'ils sont ici. Okay? Ça fait 30 ans qu'ils sont ici, puis là, vous me direz, mais comment on s'en rend compte? C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de leur statut jusqu'à un certain point où on leur demande des soins de santé. Quelque chose comme ça, là. Et là, l'agent va dire, OK, on ne peut pas te déporter parce que c'est dans on ne peut pas te déporter dans le pays, fait qu'on va te demander de régulariser ton statut. Puis si tu régularises ton statut, qu'on a une preuve que c'est en cours, tu peux rédiger une lettre qui nous confirme le tout et nous allons te donner l'aide sociale pour une période de 6 mois, qui est ce qu'on appelle le discrétionnaire. Fait que, comme je vous dis, c'est que quand vous bougez un élément, il y a un enchaînement qui se crée, mais qui va toujours être dans une espèce d'entonnoir vers une autre possibilité d'obtenir un service comme ça. Mais nous, ce qu'on vous plaide... Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons.